On rappelle que maintenant, la maison Michel Sarrazin. D'abord, pourquoi Michel Sarrazin? Ah, Michel Sarrazin, c'est un peu mon ancêtre comme chirurgien. C'est un chirurgien qui est venu ici au pays, mais comme barbier, chirurgien barbier, parce qu'au Moyen Âge, les chirurgiens n'existaient pas, c'était des barbiers. Et petit à petit, il y a des gens qui se sont intéressés, comme Michel Sarrazin, puis qui sont devenus des chirurgiens, parce qu'ils maniaient, les barbiers maniaient de grands rasoirs. Alors, ils ont développé des attitudes, puis finalement, quand Michel Sarrazin est arrivé ici, il avait, au préalable, suivi un cours avec un maître chirurgien barbier à Dijon. Il est arrivé ici à l'âge de 26 ans comme chirurgien barbier en 1685, puis il a vécu jusqu'en 1734 ici. Il est retourné en France faire son cours de médecine et il est revenu comme le premier médecin chirurgien en Amérique. Alors, c'est un nom qui avait été oublié par les historiens. La première biographie date de 1927. Alors nous, Dr Bonenfant surtout, qui connaissait son histoire mieux que moi, elle nous avait proposé de donner son nom. Puis on a fouillé un peu, puis ça n'a pas été long qu'on a réalisé que c'était un homme important, et qui était en plus un botaniste, un scientifique et correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Alors on a pris son nom. Puis le ministère a accepté comme quoi c'était une personnalité qui valait la peine qu'on fasse quelque chose. Et il pratiquait la médecine artisanale, humaniste, parce que la médecine à ce moment-là était dépourvue. Alors ça colle bien avec la médecine d'aujourd'hui qui est plus scientifique qu'artisane ou artisanale, qui est souvent moins humaniste, trop scientifique. Alors Michel Sarrazin a ramené un peu ce qu'on appelle les soins palliatifs, où on s'occupe de la personne par rapport aux scientifiques qui s'occupent de la maladie. Donc en fait, vous avez ramené cette énergie-là justement pour accompagner les gens dans le passage de la mort, pour être justement dans la proximité et l'humanisme avec le patient, mais aussi la famille. Ça a été, c'était nouveau. Alors, c'est sûr que le départ des choses nouvelles, c'est toujours difficile, les mentalités doivent changer. Mais actuellement, il y a 21 maisons au Québec. Et nous, c'était un projet pilote au Canada lorsqu'on a commencé. Alors, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile de démarrer une maison parce que les gens sont au courant de ce que c'est. Vous avez été des pionniers. Oui. Oui, on était la première maison au Canada. Oui. Puis le projet pilote, c'est la Société canadienne du cancer qui a décidé de nous financer avec l'idée de nous réévaluer dans 2 ou 3 ans pour voir si c'était une bonne chose. Et ça n'a pas été long qu'on a prouvé que c'était bien parce que tout le monde a commencé à s'intéresser. Tous les gens qui étaient malheureux face aux mourants sont venus ici prendre la formation parce qu'on a été reconnus par l'université, à notre demande d'ailleurs, comme un centre de formation en soins palliatifs. Et tous les gens qui viennent ici peuvent avoir leur formation reconnue par l'université ou par leur école, ou les infirmières, les médecins, même les étudiants en médecine viennent ici. La maison Michel Sarrazin est ouverte aux personnes en phase terminale de cancer. Mais quand vous dites les formations en soins palliatifs, ça s'offre à plus grand, plus large à ce moment-là. Oui. D'accord. La différence entre nous et les soins palliatifs, nous, on est à la fin des soins palliatifs. On appelle ça les soins de fin de vie ou les soins aux mourants. Mais ce modèle-là a fait en sorte qu'on a développé les soins palliatifs. Puis le terme palliatif a été inventé à ce moment-là même. Il a été attribué à ce type de soins-là parce qu'il existait déjà en cancérologie. On faisait des périodes, une phase palliative, une phase curatrice, une phase terminale. C'était dans la terminologie. Puis finalement, on a qualifié les soins de palliatifs parce qu'à ce moment-là, on s'occupe de la personne. On ne fait rien pour la maladie parce que la science a abandonné. Alors, nous, ce sont des soins de fin de vie. À Londres, ils appelaient ça de terminal care. C'est des soins terminaux. Okay. C'est un peu comme ça que ça a évolué au cours des années. Là, on va en arriver un peu. Pouvez-vous nous parler de la philosophie et des valeurs de la maison Michel Sarrazin? Ah oui, on peut en parler beaucoup, si vous voulez. Vas-y. Mais vas-y, toi. Non, mais va pour la philosophie. Alors, il y a 2 principes fondamentaux. Au Québec, on a adapté ce qu'on a vu à Londres
au Québec. Au Québec, les familles sont très importantes. Il y a 25 ans, encore plus qu'aujourd'hui. Alors, on a dit qu'il faut mourir en famille. Alors, c'est de mourir en famille, c'est le grand principe. L'autre, ça fait allusion un peu à l'acharnement thérapeutique. Il faut qu'à un moment donné, on baisse pavillon et on dise c'est naturel que de mourir. On est tous mortels, on va mourir et qu'on arrête les traitements. Alors là, on dit la mort, c'est un événement naturel. Ce sont les deux principes fondamentaux. Ensuite, il y a d'autres principes qui ont composé notre philosophie, qui sont attachés à la personne, le mourant, à sa famille et à l'équipe de soins. Alors, on a 3 grandes variétés de principes. Par exemple, on dit le malade doit être respecté, d'être digne et d'avoir la vérité. La famille a le droit d'être présente. Alors, ils sont présents ici, 24 heures sur 24, s'ils veulent. Vous fonctionnez beaucoup avec du bénévolat à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne? Il y a plus de 300 bénévoles dans la maison. Oh mon Dieu! Dans tous les secteurs. Alors, il y a des bénévoles auprès des malades, des bénévoles qui sont à l'accueil, les téléphonistes sont bénévoles, il y a des groupes de femmes qu'on appelle les lingères qui sont bénévoles et qui prennent toute la laiterie propre et puis qui rangent. Alors, ils viennent, 2 groupes qui viennent aux 15 jours. Et il y a du bénévolat au niveau de la fondation, au niveau des conseils d'administration, au secrétariat, horticulture l'été. Et c'est très structuré. Il y a une responsable des bénévoles qui est bénévole, c'est la grande patronne du bénévolat. Ensuite, il y a une personne qui est énumérée, qui est la responsable des bénévoles aux soins. Parce que là, il y a l'horaire de 7 jours semaine, 12 mois par année. Il y a des bénévoles de 8 heures du matin à 10 heures le soir. Et c'est tout le temps. Alors, il y a un bénévole qui accompagne une infirmière. Il y a 4 infirmières le jour, il y a 4 bénévoles. Alors, le bénévole fait ce qu'un membre de famille peut faire. Et ça marche. Ça fait 25 ans que ça marche. Au départ, les gens nous ont dit vous allez vous noyer avec un système pareil de bénévolat. À un moment donné, ça ne marchera plus. Mais les téléphonistes sont toujours bénévoles. Auprès des malades à l'accueil. Les lingères sont toujours là. Maintenant, depuis 10 ans, il y a un centre de jour. Alors, Louis pourra en parler tout à l'heure. Et il y a aussi un groupe de bénévoles. Il y a de la musique et des musiciens qui viennent bénévolement. Et il y a même une bénévole qui s'occupe des œuvres d'art, parce que les peintures que vous voyez là, installées un peu partout dans la maison sont des dons. Et il y a une personne responsable qui s'occupe de ça. C'est une bonne organisation, vraiment, et une belle organisation. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que je n'ai pas l'impression que vous parlez d'une maison, j'ai l'impression que vous parlez d'un village. C'est comme si c'était un éco-village et où tout est organisé et où tout le monde vit dans le don de soi et dans une harmonie. Oui. Bonne comparaison. Oui, j'aime ça. C'est un petit village. J'aime ça. De toute façon, la maison, au début, ça a été parti de façon vraiment... on était des artisans. On ne pouvait pas commencer en pensant qu'on développerait, comme le réseau, par exemple, une structure rémunérée. On n'aurait jamais été capable de démarrer tout ça. Alors, il fallait avoir beaucoup d'aide. Puis la communauté de la région nous a aidés énormément. Alors vraiment, vous entrez ici, là, vous voyez les meubles, ça peut paraître très beau, luxueux, mais c'est donné. Les plantes, c'était donné. Vous faites le tour, là, je pourrais vous raconter plein d'histoires de dons, de belles histoires. Et souvent, des membres de famille qui partent et qui disent, ben moi, je peux vous faire l'horloge grand-père, je vais vous faire ça. J'en fais. Et puis un autre, ben moi, je vais vous faire... Ça a été ça l'histoire de la maison. Et c'est vraiment une belle histoire. Mais moi, j'aimerais ça que vous nous en racontiez une ou deux, là. Ben, je vais vous en raconter une. C'est vibrant. Au début, on avait une terrasse en construction, la première année. Il y avait des malades dans la maison. Il y a un monsieur qui était dans la chambre au bout, qui voyait la construction qui se faisait, puis il a demandé à voir l'ingénieur responsable, qui est un bénévole. Il est allé le voir, puis il dit avez-vous besoin de pruches? Des grosses billes de pruches. Ben, il dit oui, on a besoin. Combien? Il lui montre comme ça. Le lendemain, arrive ici un énorme camion qui débarque pas devant sa fenêtre, mais pour qu'il puisse le voir, un monceau de pruches.
Et il a vu la construction. Le début, il est mort pendant la construction. Ouais. Moi, j'ai un autre souvenir qui... alors, c'était un lundi matin du mois de juillet, là, où on pense qu'on ne travaillera pas fort ce jour-là parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et puis, un type me dit, je suis allée voir mon père chez vous, puis j'ai réalisé qu'il n'y a pas de meubles de bois dans les chambres, parce qu'on avait de la mélamine. Puis, alors, il dit, moi, je fais des meubles. Puis là, il faut absolument que je vais de l'entrepôt, parce que j'ai une commande. Puis il dit, je vous donnerai ce que j'ai de meubles. Il dit, je suis tout près de Montréal. Alors, il m'a dit, il faut que ça parte dans 2 jours. Alors là, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on va y aller, on va aller voir ce que ça a l'air. Puis on arrive, c'était vraiment de beaux meubles en bois. On va se dire, on peut pas dire non à ça, mais ça demandait une énorme vanne et il fallait transporter ça. Puis ici, on placerait ça où en attendant? Puis à ce moment-là, on organisait le centre de jour. Alors, ça prenait des meubles pour le centre de jour. Et ce monsieur-là, il faisait des meubles pour les hôtels, il avait des contrats. Il y avait vraiment beaucoup de choses à donner. Là, on a pensé à un monsieur qu'on connaissait, qui a déjà travaillé dans les meubles, et puis on s'est dit, mon Dieu, il viendrait peut-être demain, on reviendra demain voir ça. Puis le lendemain, Louis repart avec M. Terrien, et puis lui, il nous dit, il faut tout prendre. On prend tout. On prend tout. Peut-être des très beaux. Et là, on dit, mais au type qui nous les offre, on dit, mais on va transporter ça comment? Ah, mais d'ici, il dit, il y a une compagnie de transport, ils vont vous faire ça gratuitement. Et puis un bon matin, est arrivée la vanne qui était très, très énorme. Puis là, on avait pris un arrangement avec la ville de Sillery pour avoir un entrepôt qui sert l'hiver pour la patinoire. Et puis on a pu en mettre là. Alors là, on a rappelé la maison. On a meublé d'abord les chambres de malades parce que c'est ce qu'ils voulaient d'abord, parce qu'il n'y avait pas de commode en bois. Puis bon. Ensuite, le centre de jour. Puis ce qui a resté, M. Terrien a fait tout un inventaire, puis on a vendu. Puis ça, c'était une histoire comme ça, une belle histoire. Oui. Un monsieur qui s'appelle Jacques, son père décède ici. Il vient voir Claudette, puis il lui dit, moi, je voudrais faire quelque chose pour la maison. Elle lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, je suis informaticien, j'ai une firme privée. Elle dit, on a besoin de vous. On est en train d'essayer de programmer l'analyse des statistiques qu'on avait accumulées depuis le début. On ne savait pas comment faire. On avait accumulé. On avait des problèmes avec Alors, il nous a fait des programmes. Puis il est resté, je ne sais pas combien d'années. Des années à venir aider Delande, qui est le directeur du directeur. 2-3 heures par semaine. Puis il a fait tous les programmes. On a sorti tout. On a publié. C'est ça, le bénévolat qui se fait à Saint-Valin. Mais il y a plein de belles histoires. Là. On pourrait écrire un livre comme mais ça. Il faut l'écriture dans le livre. Non, pas moi, lui, mais pas moi. Mais on pourrait écrire un livre de belles histoires. Ça, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Hein, moi, je pense, par exemple, aux travailleurs sociaux qui sont en contact avec les familles, avec les malades. Là. Il y a vraiment de belles choses qui se passent ici. Mais moi, ce que j'entends au travers de ce que vous nous racontez aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est une solidarité. Je veux dire, vous parlez de la vie, vous ne parlez pas de la mort. Non, il y a beaucoup de vie dans cette maison aussi. Ah oui, beaucoup. C'est un vivoire. Un vivoire. Et non un mouroir. Non, un vivoire. Et puis la mort fait partie de la vie. C'est pas une étape finale. On passe à d'autres choses. Et tantôt, on parlait j'ai mentionné l'équipe. C'est une équipe très particulière. C'est une équipe qui comprend tous les gens de la maison. Les médecins, infirmières, bénévoles, travailleurs sociaux, pasteurs, entretiens. Et il y a une atmosphère de support entre les membres de l'équipe qui est multidisciplinaire, mais qui communique tout le temps auprès du patient. Parce que l'infirmière est accompagnée d'un bénévole. Chaque fois qu'elle va voir le malade, il y a un bénévole qui l'accompagne. C'est un tandem qui va. Les travailleurs sociaux sont omniprésents, les médecins sont présents toute la journée. Alors, il y a une espèce de mouvance continuelle où il y a un problème quelque part, pouf, ça se règle tout de suite. Alors, ça finit par faire une équipe très solide, qui se supporte, parce qu'il y a des événements difficiles ici aussi. Oui. C'est pas rose tout le temps, mais dans l'ensemble, c'est très serein. L'atmosphère est très familiale, parce que la famille participe à tout ça. C'est ça, c'est comme si vous aviez proposé une famille élargie.
Oui. Comme tout le monde accompagne tout le monde, puis il y a comme une espèce d'accompagnement à tous les niveaux. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le côté plus intime, si vous voulez, d'une personne qui va dire, ben moi, j'ai pas besoin de bénévoles, j'ai assez de membres dans ma famille qui vont venir, puis ça peut arriver aussi. Et ça, c'est très respecté. On respecte il y a tout des ça. Malades qui vont fermer la porte de leur chambre tout le temps, et puis il y en a d'autres que la porte va toujours être ouverte. Des malades qui viennent au salon, et puis d'autres qui viennent qu'on verra pas au salon. Alors c'est vraiment, il y en a qui veulent voir le prêtre, puis il y en a qui veulent pas voir le prêtre. Et quand ils rentrent ici, ils sont vraiment chez eux dans leur chambre. Alors ils peuvent apporter des tableaux s'ils veulent, des photos pour que ce soit plus personnel. Et il y a une forme aussi de liberté. Et de respect, beaucoup de respect. Oui, on est au service du patient. Oui. Puis la chambre du malade, c'est sa maison. Parce que notre devise, c'est, à défaut de mourir chez vous, vous pouvez mourir comme chez vous à la maison Michel Sarrazin. Parce que c'est pas toujours facile de mourir chez soi. Non. Il y en a à peu près 4 à 5 % des gens qui peuvent mourir chez eux. Et avec les équipes de soins palliatifs à domicile, ça augmente avec le temps. Oui, alors ici, on a recréé une chambre qui est votre maison. Vous faites ce que vous voulez dans votre chambre, vous la décorez comme vous voulez. On est à votre service. Si vous voulez manger une crème glacée à 3 heures du matin, vous allez l'avoir. Et l'été, il y a une terrasse, là, et très souvent, les lits sortent. Alors le malade, quand il fait beau, le malade peut passer la journée dehors. Et ça, c'est bien aussi. Mais il faudra aussi peut-être vous parler du centre de jour. Oui, le centre de jour. Le centre de jour, c'est moins connu que la maison, mais ça fait maintenant 10 ans. Et c'est très beau aussi, tout ce qui se fait au centre de jour. C'est inspiré par Sainte-Christopher également, parce qu'on est resté en contact avec Sainte-Christopher. Puis une dame qui s'appelait Thérèse Vanier, qui était médecin hématologue, qui pratiquait là, qui était la fille du gouverneur général. La sœur de Jean Vanier. Georges Vanier, la sœur de Jean Vanier. Oui. Okay. Alors, on a à un moment donné appris qu'ils avaient ouvert un centre de jour. Alors, on est allé voir. Puis, on a constaté que nous aussi, on avait des patients à domicile de plus en plus. Puis qu'un jour, il faudrait penser à faire un centre de jour pour avoir le patient une journée semaine, permettre à la famille de prendre congé. Et pendant le temps qu'il est ici, il peut être vu par un médecin, par un travailleur social, par un psychologue. Il peut avoir des soins, un bain thérapeutique, manicure, des arts, la musicothérapie, être accompagné. Et c'est là qu'on a montré un groupe où il y a, tantôt on vous disait qu'il y a 35 bénévoles. Alors c'est une autre petite famille, ça. Où là, le malade arrive ici, puis on le prend en main, puis s'il veut être seul, pas parler à personne, il y a un endroit où il peut se retirer. Par contre, il fraye avec les autres, tout le monde mange ensemble le midi. Donc là, ça veut dire qu'il vient seulement une journée par semaine? Une journée par semaine, Oui. oui. Puis c'est un répit pour les membres de famille. Mais quoique pour certaines personnes, elles viennent avec le malade. Elles passent la journée aussi. Ils peuvent venir ça. s'ils veulent. Oui. Elles peuvent faire ça. Alors, il se fait du beau travail là aussi. Ouais, et ce sont des malades qui ne sont pas en phase terminale, proprement dit, mais qui sont en phase avancée de cancer, dont l'expectative de vie est autour de 4, 5, 6 mois. Ils n'ont habituellement plus de traitement parce que la maladie est dépassée. Puis ils viennent ici pendant 1 ou 2 ou 3 mois, puis à un moment donné, la maladie progresse. Alors il y en a un pourcentage qui viennent à la maison, d'autres chez eux, d'autres à l'hôpital. Et puis l'équipe a réalisé quelque chose d'intéressant, une rencontre d'hommes malades le vendredi, où ils sont peut-être pour une dizaine, parler de leur maladie, comme c'est difficile pour les hommes parfois de parler de ce qui se passe. Alors là, avec un travailleur social, il y a une rencontre, probablement avec la coordonnatrice aussi, et puis les hommes se parlent ensemble de leur maladie. Oui, puis c'est très populaire. C'est populaire. Bien, c'est ça, souvent, les femmes ont beaucoup plus de propension à partager ce qu'elles vivent. Les hommes, c'est beaucoup plus difficile. Les hommes sont plutôt gênés d'en parler. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est toujours en évolution.
je veux dire, il y a toujours des choses qui viennent alimenter, dans le fond, et pour qu'il y ait de nouvelles ouvertures. Puis, souvent, il y a des... c'est spontané, il arrive un événement ou une visite, ou à un moment donné, quelqu'un qui vient faire de la musique pour une malade, et c'est des choses qui ne sont pas organisées très longtemps à l'avance, et c'est spontané. Fait que c'est bon de pouvoir inclure ça dans le quotidien. Il y a des choses importantes à savoir, c'est que les soins sont gratuits. Ça ne coûte pas un sou aux patients, ni en bas, ni en haut. Parce que le centre de jour est sous la terrasse. On parle d'en bas et d'en haut. Ensuite, on est un centre d'enseignement. Je l'ai dit au départ. Quand on a conçu cette maison-là, on s'est dit, c'est bien qu'on fasse de soins terminaux, mais il faut montrer, parce qu'à cette période-là, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça. Alors, on est devenu, avec l'université, on a eu la reconnaissance d'une unité d'enseignement, comme un hôpital universitaire. Ensuite, on a développé de la recherche. Et de la recherche en soins palliatifs, il s'en faisait à peu près pas. Il s'en faisait un petit peu à McGill, puis un peu dans l'Ouest. Alors maintenant, on a un gros groupe de recherche qui est centralisé à l'Hôtel-Dieu actuellement parce qu'on n'a pas de place ici. Connaissez-vous le centre, le CRCO en face de l'Hôtel-Dieu? Non. C'est un centre de recherche, puis ils ont des locaux là parce qu'on n'avait plus de place. Nous, pour terminer l'émission, parce qu'on arrive déjà, ça a été tellement vite, je n'ai pas vu le temps passer. Quelle est, au vu de votre expérience de la Maison Michel Sarrazin, la définition que vous donneriez justement de l'accompagnement à la mort et de la mort elle-même? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça a sûrement changé votre vision des choses au fil des années. Moi, ce qui a changé ma vision à travailler dans le milieu là, de soins palliatifs, ça a été d'apprécier journée après journée. Que quand ça va bien, quand on ne devrait pas gaspiller du temps à se plaindre des petites choses. Ça m'a marqué quand j'ai vu des gens tellement malades qui restaient positifs. Alors, j'essaie de mettre ça en pratique. J'essaie de mieux vivre mon quotidien au jour le jour. Mais moi, j'ai appris des choses. On peut être soulagé de sa souffrance physique si on est bien médiqué, si on a un médecin qui connaît les soins palliatifs, puis est capable d'enlever les douleurs, presque toujours, au moins les rendre tolérables. Deuxièmement, la famille est importante. Ici, là, c'est une maison familiale. On a mis 2 lits dans la chambre, un pour le malade, un pour la famille. Et la famille qui veut participer, ils vont rester tout le temps. Nuit et jour. Ça, c'est très, très important. Deuxièmement, moi, je pense que j'ai réalisé qu'à un moment donné, je mourrais. Hein? On ne le réalise pas à votre âge. Mais moi, j'ai rendu à un certain âge. Puis avec ici, là, on en a vu. Puis il y a moyen, comme j'ai écrit déjà, d'en faire une expérience de vie plutôt qu'une expérience de mourir. L'expression, c'est mourir sa vie ou vivre sa mort. Mais nous, on pense qu'il faut vivre sa mort. Alors, c'est un peu ça, notre réflexion aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un pas de plus d'en apprendre à vivre aujourd'hui. Oui, je pense. Ça nous a fait plaisir. Oui, ça nous a fait Merci plaisir. beaucoup. Merci.